président de la République qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. La chronique politique de ce grand journal à suivre, notamment en vidéo sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Najar. Et merci de nous rejoindre Merci comme tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous analysez cet après-midi les ressorts de la bataille du moment du gouvernement contre le capitalisme de la fraude, avec deux ministres particulièrement en avant, celui du budget Gabriel Attal et celui de l'économie Bruno Le Maire. Alors je ne sais pas si vous avez entendu le ministre du budget. Tout à fait. À BFM TV l'autre jour, chez nos confrères et consoeurs de BFM TV, au micro de Sweetech. Bon, c'était frappant, c'est-à-dire il voulait afficher, c'est du théâtre bien sûr, hein, les chaînes info c'est du théâtre, mais il voulait afficher une détermination, j'allais vous dire redistributrice et même partageuse, qui contraste avec l'image qui s'attache à une partie de la Macronie, notamment à lui, d'être un pur produit, ce qui n'est pas un crime, hein, mais d'être un pur produit de l'élite parisienne. Et c'est vrai qu'il y avait dans ses propos quelque chose de martial, chacun jugera, regardera la vidéo, de martial. Notamment contre les géants de l'industrie alimentaire. Alors non, là, Gabriel Attal, c'était à BFM TV, à la suite de son entretien dans Le Monde, évidemment, comment dire, sous l'influence de la ligne stratégique fixée par le président de la République. Nous sommes dans une république présidentielle, une monarchie présidentielle, disait-on à l'époque du général de Gaulle. Et donc, évidemment, des décisions aussi stratégiques que celle-ci, c'est-à-dire de s'attaquer aux multinationales françaises qui fraudent le fisc en s'installant dans des différents paradis fiscaux. Il y en a beaucoup, de Luxembourg à nos portes jusqu'aux Antilles. Il y a plein de paradis fiscaux. Et donc, effectivement, cette décision-là est évidemment stratégique. Beaucoup de Français ont à l'esprit des noms de personnes qui ont fait de l'optimisation fiscale, j'allais dire un sport de combat. Il ne les a évidemment pas nommés, mais en même temps, vous voyez bien que une telle sortie, avec le brio qui caractérise Attal, hein, parce que c'est pas un nul, évidemment à quelque chose, si vous voulez, de potentiellement menaçant pour ceux qui sont concernés par les optimisations fiscales, puisqu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, ces services, comme il l'a dit à longueur d'entretien, ont les noms de ces personnes et vont, sauf arrangement avec eux, évidemment les poursuivre. Et ça peut entraîner, on le sait, à terme, il l'a dit d'ailleurs, ça peut entraîner des peines de prison ferme. Naturellement, quand vous avez fraudé le fisc à des hauteurs de centaines de millions d'euros, bien sûr, ça se solde, si vous ne rétablissez pas, par des peines de prison ferme. Donc là, voilà, une sortie qui se voulait à la fois comminatoire et menaçante à l'égard de ces, entre guillemets, ultra-riches. Donc mais ça, c'est pour Gabriel Attal. Voilà, mais ceci, et c'est là que c'est intéressant, prend sens dans une séquence signifiante. Pourquoi je dis qu'elle est signifiante ? Car vous le savez mieux que quiconque, cher Steve, on a souvent l'occasion de le répéter, à l'aune des thèses, je ne sais pas si elles sont vraies, mais d'un certain nombre de politologues sur la fracture entre bloc populaire et bloc élitaire. Thèses qui sont, par parenthèse, contestées au sein même de la droite par un certain nombre de responsables publics, notamment Éric Zemmour, on a eu souvent l'occasion d'en parler. Mais qui sont reprises par le Rassemblement national. Mais voilà, à l'aune de ces thèses qui sont très à la mode, bloc élitaire versus bloc populaire, cette bipartition symbolique du territoire français, évidemment les macroniens, s'ils adoptent ces thèses, ont le sentiment de gagner politiquement les élections, ça leur permet de gagner au moment des présidentielles, mais en même temps ils ont un problème avec l'opinion. Et donc il faut comprendre comme cela aussi la détermination ce matin même du ministre de l'économie, qui est le chef de de Gabriel Attal, Bruno Le Maire, qui par ailleurs publie son livre qui énerve Emmanuel Macron, mais c'est un autre sujet, à cibler ceux qui, dans l'industrie agroalimentaire, là encore on pense à des noms mais sans certitude, de Auchan à d'autres enseignes, auraient pour pratique, qui est moins frauduleuse néanmoins dans l'échelle de Richter du frauduleux, mais d'augmenter leur marge dans un contexte, et de ne pas comme on le répercuter à la baisse. Voilà, et donc dans un contexte que nous connaissons, qui est celui d'une inflation et donc d'une détérioration globale du pouvoir d'achat pour ces fameuses classes moyennes. Et ça, Alexis, ça parle aux Français, la classe moyenne. Je n'en sais rien. Moi, je pense que les gens sont pas aussi primaires, mais en tout cas, la volonté, effectivement, c'est de leur parler, si vous voulez, de susurrer des messages de compréhension à l'endroit de ces Français qui se sentent effectivement de plus en plus pris à la gorge par des fins de mois difficiles. Alors voilà ce que dit Le Maire, là aussi symptomatique d'une rhétorique que l'on pourrait qualifier, je vais le qualifier comme ça avec vous, de triangulation de la rhétorique populiste. Ils ne sont pas populistes, ni Attal ni Le Maire, mais ils triangulent des préoccupations qu'à tort ou à raison, avec les grilles dont nous venons de parler, notamment la grille de Jérôme Sainte-Marie, populaire versus élitaire, ils ressentent eux-mêmes comme populistes, mais comme nécessaires. Et donc Le Maire dit, c'est très intéressant, ce ne sont pas des menaces, bon, ce sont des décisions que je prendrai si elles sont nécessaires.
Parmi elles, le fameux name and shame dont parlent toutes les chaînes info depuis ce matin, nommer les industriels de l'agroalimentaire qui ne joueraient pas le jeu, les grandes multinationales. Et il ajoute, c'est faire de la transparence. Alors, un commentaire supplémentaire, au-delà de la triangulation de ce qu'ils estiment être la colère populaire. À tort ou à raison, peu importe. Je pense que la sortie de Le Maire de ce matin, avec tout le talent qui lui est inhérent, il ne s'agit pas de dire non plus que c'est un mauvais ministre, révèle quelque chose que nous avions vu d'ailleurs lors de la crise sanitaire. C'est-à-dire une certaine tentation du macronisme, quand il est en difficulté, de prendre à témoin l'opinion en désignant des boucs émissaires. Cette tentation, je vous rappelle d'ailleurs que le président de la République l'avait fait en grand avec les fameux non-vaccinés, coupables de tous les maux à l'époque. Et là, aujourd'hui, ça serait les ultra-riches de ces fameuses multinationales qui, pour X raisons, tenteraient soit de mettre du fric à l'étranger, pour certains, une petite minorité, pour d'autres, d'accroître leur marge au mépris. Donc vous voulez dire que tout ça est un peu artificiel, Alexis ? Alors, je ne vais pas jusque-là. Je sais que certains chroniqueurs vont dans ce sens. Je ne dirais pas cela. Cela révèle plutôt une tentation du libéralisme autoritaire. Je pense que le macronisme, d'ailleurs, il est double, si vous voulez. Dans le macronisme, il y a un démocratisme profond. Mais il y a aussi une tentation autoritaire. Et cette tentation autoritaire, je crois, dans cette séquence que nous venons de vivre, avec, disons, le côté, entre guillemets, néo-cégétiste des prises de parole d'un certain nombre de ministres se révèle au grand jour. C'est une forme d'autoritarisme qui se veut populiste. Mais je pense que c'est entendu néanmoins comme de l'autoritarisme. Un mot également, Alexis, sur l'interview accordée en fin de semaine dernière par Laurent Wauquiez dans les colonnes du Point, une interview du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, perçue comme une carte postale pour le très probable candidat à la présidentielle de 2027 qui devait briser un peu le silence qui s'était installé autour de lui. Est-ce qu'il peut réussir, selon vous, son pari ? Alors, d'abord, pour vous répondre sur carte postale, vous avez raison. Simplement, quand on est responsable public, ça n'est pas notre cas, c'est notre chance, sans doute. On est obligé de se rappeler régulièrement à l'opinion. Quand on est, comme nous, un commentateur de l'actualité et un intellectuel engagé, le cas échéant, pour certains journalistes, ça n'a aucune importance si pendant un an, vous disparaissez pour faire un livre, en réalité. Ça ne change rien. En revanche, pour un homme politique, ça n'est pas possible. Il faut qu'il soit régulièrement... Surtout après la crise des retraites, c'était compliqué. On est d'accord. Exactement. C'est-à-dire que son silence, vous avez tout à fait raison, lui a été reproché par un certain nombre d'électeurs potentiels de la droite, qui ont constaté que Éric Ciotti, le président du parti LR, se mettait en avant, mais que son poulain, c'est-à-dire celui qui normalement est préparé dans les écuries d'Augias de la droite pour la présidentielle de 2027, ne disait pas grand-chose de la position de LR. Donc effectivement, cette proposition qui lui a été faite par la direction du Point, par Valérie Toragnan, est l'occasion pour lui de sortir du bois et d'expliciter un certain nombre de choses. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'alliage très intéressant de propos qui se veulent équitables sur Emmanuel Macron. Or, d'ailleurs, j'en ai eu moi-même la preuve, car nous avions fait à la convention du CRIF le 4 décembre un débat avec lui que j'animais. Et j'ai vu effectivement que c'était un homme qui est cultivé. Alors, Wauquiez, c'est vraiment agrégé d'histoire. Oui, c'est la crème de la classe politique française en termes de culture, je veux dire. C'est-à-dire, on est au niveau des Cazeneuve, des Zemmour, c'est des gens lettrés. Bon, quoi qu'on pense de leurs idées par ailleurs, là je n'engage pas un propos sur les idées. Et donc, j'ai vu que Wauquiez, c'était déjà le cas en décembre, ça se confirme dans l'entretien du Point, ne fait pas de son opposition politique à la Macronie un enjeu personnel de rivalité méchante, entre guillemets, contre le président de la République. Il va même d'ailleurs jusqu'à dire à ses intervieweuses, il a fait tout ce qu'il a pu pour enrayer la décadence de la France, il a pris d'ailleurs de bonnes mesures, mais il n'a pas pu enrayer l'essentiel. Et donc Wauquiez, alors là il ne le cite pas dans le Point, mais il l'avait fait avec nous, devant un public, disons majoritairement juif au CRIF, avait cité pour étayer son propos, ce sentiment poignant de nombreux Français que quelque chose s'est perdu, qu'ils ne reconnaissent pas leur pays. Pas seulement sur le plan identitaire et ethnique, mais plus globalement. L'ennemi, c'est la déconstruction, selon Wauquiez. Alors, attendez, vous allez plus vite que la musique, mais c'est pas... une minute. Absolument, aussi. On va y arriver. Et il avait cité, là il le cite pas, Joseph Roth, qui est le grand écrivain de l'Autriche de l'entre-deux-guerres, qui a fait des témoignages, la marche de Radetzky notamment, très élégiaques sur l'ancienne Autriche. Et donc, au fond, il se situe culturellement de ce point de vue-là. C'est-à-dire, moi, je suis celui qui fait l'audit de votre sentiment poignant de décadence dans tous les domaines, et je vais y apporter des réponses. Alors, sentiment poignant de décadence, par parenthèse, on a 30 secondes, la décadence, c'est très signifiant dans le lexique politique français. Vous savez très bien que c'est un mot de la droite, pas de la gauche, c'est un mot de la droite qui a toujours appartenu à la droite
on va dire pour faire vite et sans anathème, conservatrice. C'est-à-dire ce qui va de Joseph de Maistre à l'Action française, à Bernanos. Ça, c'est un mot au cœur du lexique de la droite. Donc quand il fait ça, il est pas con. Il sait ce qu'il fait. Il triangule cette colère-là. Il parle aussi aux électeurs d'Éric Zemmour. Steve, oui. Il parle à deux types d'électorat. L'électorat très structuré de Reconquête, qui est à la fois libéral et conservateur, libéral et très conservateur, si on veut, et l'électorat tout aussi structuré, mais beaucoup plus populaire du Rassemblement national, mais qui a quand même aussi le sentiment, on pourrait dire, d'une décadence. Alors, on va finir là-dessus. 15 secondes, Alexis. Bon, il va être désigné probablement comme candidat, sauf si quelque chose se passe d'extraordinaire au sein de LR. Quelle est la marge réelle ? À mon avis, pour l'instant, en dépit de son intelligence, on voit bien d'ailleurs qu'il ne flingue pas les services publics, il veut plus de profs, autrement dit, il s'inscrit dans le sillage d'une droite gaulliste sociale, dans l'entretien. Finissons là-dessus. Quelle est la marge de manœuvre réelle étant donné la recomposition de la vie politique ? Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va advenir du macronisme, mais vous aurez probablement des personnalités issues de la droite qui vont être candidates à la succession de Macron. Darmanin, Le Maire, des gens comme ça. Ça, c'est pas bon pour Wauquiez. Et ce qui est pas bon non plus pour Wauquiez, même si pour l'instant, il a encore ses preuves à faire, c'est l'existence d'un deuxième parti, une sorte de deuxième RPR, en l'espèce avec Reconquête. Parce qu'en réalité, quand on creuse un peu les discours, le discours civilisationnel de la décadence d'Éric Zemmour est ultra proche de celui que tient Laurent Wauquiez. Et donc on se dit, mais Laurent Wauquiez va sur un terrain qui est déjà largement occupé, labouré, et avec talent par Zemmour. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On peut réécouter Hémicycle, un podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de Laurence. Et bon après-midi Alexis. Merci à vous Steve.